Bonsoir à tout le monde. Nous allons commencer ce direct qui porte sur le rapport, le compte rendu non tendancieux, il précise. Amen, amen. Il fait. Je voudrais vous signaler que ce soir, comme ce sera le cas, chaque fois que le procès des assassins de Martinez Zogo aura lieu, je vais vous rendre compte du déroulé de ce procès. Ces chroniques judiciaires seront faites en respect, dans le droit, en droit de ligne du respect des exigences légales en la matière. Donc, nous sommes réunis pour écouter le compte rendu objectif, non tendancieux, du premier jour du procès des assassins présumés, de notre frère Martinez Zogo. Je rappelle que ce procès est public. Je rappelle qu'il y a eu de grands débats sur la question aujourd'hui. Je rappelle que le commissaire du gouvernement, M. Serlin Belinga, a pris la peine de nous rappeler la règle, l'encadrement juridique et légal, législatif des comptes rendus d'audience. C'est-à-dire que ceux qui décident de rendre compte des audiences doivent être attentifs aux mots qu'ils utilisent pour ne pas influencer l'opinion ou les juges dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que le compte rendu d'une audience doit se faire en évitant des commentaires tendancieux. Vous savez qu'en tant qu'expert en discernement, je ne peux pas tomber sous le coup d'un commentaire tendancieux. Alors, je vais vous rendre compte fidèlement de ce qui s'est passé. Les faits, messieurs, les faits sont sacrés. Les faits sont sacrés. Donc, accrochez-vous, vous allez suivre exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Jour historique d'ouverture du procès des assassins présumés, des accusés qui ont comparu aujourd'hui, 17, je rappelle, sur le banc des accusés, qui ont comparu donc pour la première fois pour cette audience. Il faudrait que vous sachiez que c'est un engagement personnel. Je me suis personnellement investi dans la recherche de la vérité dans cette affaire au prix de ma vie. J'ai, à 2 reprises, échappé à des tentatives d'assassinat. Et il y va donc, pour moi, de ma crédibilité et que le monde entier sache qu'effectivement, pour nous, c'est d'abord une première victoire que ce procès se tienne et qu'il soit public. Et je rappelle aussi ce que le commissaire du gouvernement a martelé aujourd'hui, au terme de l'audience, je commence peut-être par la fin, que le principe de la présomption d'innocence
doit prévaloir. Et c'est un principe reconnu par les grands textes juridiques universels. Et ce principe est basé sur un élément clé, le doute. C'est-à-dire le doute dont je suis le spécialiste aussi, parce que je suis enseignant de philosophie, philosophe, qui exerce la critique. Et la critique elle-même est basée sur le fait générique que je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. C'est-à-dire que c'est à partir de là, de cette reconnaissance, de cette humilité, qu'on peut parvenir donc à la vérité. Donc, je vous rappelle, nous avons déjà atteint le Coran. Je peux commencer dans le rapport, le compte rendu de cette audience qui a été historique, qui est commencé aujourd'hui, qui a débuté donc. Le rôle donc de l'audience spéciale au tribunal militaire de Yaoundé, statuant en matière criminelle, est donc aujourd'hui ouvert le 25 mars 2024 au quartier général, donc, derrière le quartier général, à la descente du génie militaire. La composition du tribunal de ce jour, et du tribunal qui va donc juger ces accusés. Il y avait comme président le colonel Missé Ndjone Jacques. Les membres, lui il était habillé vraiment avec la tenue militaire d'apparat, c'est-à-dire que très élégant. C'était un monsieur assez pondéré. Il a conduit le débat avec une telle impatience, une telle patience plutôt. Une patience vraiment qui j'ai admiré. Et il avait le doigté et l'autorité nécessaires. Je pense que ces gens parfois m'énervent, mais celui-là, bon, il était quand même un peu... Il ne m'a pas énervé du moins, quoi. Alors, il était entouré de 2 personnes qui étaient habillées en habit de magistrat. Il y avait M. Fauchon, Tabobda, Gabriel, et madame, une dame assez réservée, qui observait très bien, qui écoutait davantage, en prenant des notes comme les autres, madame Ngongé. Le ministère public était représenté par le lieutenant-colonel Belinga Serlam, bien sûr le commissaire du gouvernement, qui était entouré aussi d'un autre monsieur. Serlam Belinga était habillé en habit militaire d'apparat. Il était assisté, avec sa collégialité, était composé d'une dame habillée en habit de magistrat civil, madame Ngwang Claudine, et un autre monsieur habillé en habit militaire, en tenue militaire d'apparat, je ne sais pas comment il s'appelle, et un autre monsieur habillé en portant les habits de magistrat ordinaire. Alors, ces deux-là, ils sont appelés, ils s'appellent donc Tchatcheng, monsieur Tchatcheng Kameni, et monsieur Zé Ekoto Freddy. Les greffiers audienciers sont notamment Ondwa Onana et Assez Koto Valder. Voilà la collégialité qui a été désignée pour juger les accusés dans l'affaire Martinez-Zogo. Alors, je suis arrivé à 8h39 et la salle était pleine. Bien évidemment, tout autour de l'audience du tribunal militaire, dans les miradors, il y avait les hommes en tenue, vraiment bien équipés, avec des gilets, avec des casques de combat et encagoulés parfois. C'était vraiment la grande affaire pour gérer ces criminels présumés, ces assassins. Donc c'était vraiment, il n'y avait pas moyen de bouger. Je suis arrivé avec mes téléphones et mon ordinateur, on m'a refoulé en me disant qu'on n'a pas accès avec ces éléments-là. Heureusement donc, j'ai eu la chance de rencontrer un collaborateur d'Arnon Gefak, de Canal 2, Constant Kamga, qui a vraiment été sympa. Il a mis mes éléments, mes effets, ordinateur, téléphone, dans sa voiture. Et j'ai donc pu intégrer la salle d'audience, qui était déjà pleine. Heureusement, l'expert en discernement lui réserve une place. Je me suis dirigé dans la loge réservée à la famille et je suis allé automatiquement m'asseoir.
je n'ai pas manqué de me lever de nouveau pour aller saluer mon ami, le bâtonnier Tchungang. Et au passage, j'ai fait un salut de la tête à Mugubelinga. Et je peux vous dire quand même, parce que c'est important que vous compreniez l'ambiance qui régnait dans la salle. Je vous dis, ces commentaires ne sont pas tendancieux. Je relate les faits. Et ça ne peut pas influencer le procès. Donc je vais rester professionnel. Je vais rester dans le cadre de la loi. Je vais vous prier de ne pas poser de questions. Sinon à la fin, et je ne vais pas m'exprimer sur mes sentiments par rapport à cela. Parce que c'est contraire au droit, contraire à la loi. Donc je me suis assis au milieu de la salle parce qu'à gauche, ils étaient tous là, tous les 17 prévenus, accusés, puis c'était des accusés. Et un peu à l'extrême, à gauche, à l'extrême gauche, il y avait donc leurs avocats. Et tout en face de nous, la table, la grande table où devaient être assis la collégialité qui présidait l'audience, flanquée du drapeau du Cameroun, dans leur fauteuil imposant. Et à droite de la collégialité, il y avait donc le commissaire du gouvernement et les membres représentants du ministère public. Et bien évidemment, dans toute la salle, il y avait plein de militaires, de policiers, de gendarmes en tenue, en armes aussi. Donc, j'ai pris place au milieu. J'étais entouré de 2 dames. Bon, bien évidemment, les commentaires, je ne vais pas les faire parce que je les réserve pour mon livre. Sachez bien que j'ai écrit un livre par rapport à cela parce que c'est un élément historique. Et je rassemble les éléments depuis l'assassinat, je peux le dire maintenant en exclusivité. Je rassemble les éléments pour ce livre-là. Et les éléments du procès seront là, mais aussi les éléments glanés auprès de certaines sources, top secret. Je vais vous dire le moment venu, quand vous allez découvrir dans le livre, en gardant bien sûr le soin de protéger mes sources. Donc, je me suis assis et bien évidemment, j'ai eu le temps d'observer les accusés. Ce que je peux dire, c'est que de temps en temps, j'ai observé et je me suis rendu compte, la première personne que j'ai remarquée dans la salle, c'est bien évidemment Mugubelinga que je n'avais jamais vu de si près. Et je venais curieusement pour savoir à quoi il ressemble, quels sont ses... Et j'observais bien leurs attitudes. Les 3 personnes, Mugubelinga, Eko, Dangwe surtout, et Martin Savo. J'observais minutieusement leurs attitudes et leurs gestes. Et avant le procès, j'ai eu le temps, pendant 2 heures de temps, qu'on a attendu, 2 heures et demie, 3 heures même presque. Oui, 2 heures et demie. 2 heures, j'ai quand même eu le temps d'observer. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais je peux vous dire que de temps en temps, je voyais que Dangwe était le plus silencieux de toute la bande. La bande des hommes en tenue qui sont impliqués dans le crime. Je vous parle là du paratexte, comme on dit l'étude de texte. C'est-à-dire tu parles du paratexte avant de parler même de l'audience des débats. Donc le décor donc c'est ça. C'est-à-dire quand j'observe d'abord, je me rends compte que l'homme le plus silencieux, qui s'agit le moins, c'est Justin Dangwe, qui est tout à fait silencieux, le regard livide, parfois il esquisse un sourire sombre et sinistre, lorsque les siens sont en train de le taquiner un peu, pour le faire sortir de ses rêveries morbides, j'imagine. Et j'observe que les autres, il y a un qui est foncièrement attaché à me regarder. Je ne vais pas donner son nom, mais j'ai compris pourquoi, parce que c'est l'élément clé de la torture et de l'assassinat. Un homme en tenue. Je ne parle pas d'Angwe, c'est l'un des éléments clés de la torture. Parce qu'il me regarde avec un œil, avec un regard. C'est lui seul qui observe que je suis en train de prendre les notes. Et il est silencieux, il est sombre. Et tu vois qu'il a l'air enténébré. Tu sens vraiment que c'est un criminel, tu sens que c'est un assassin. Tu sens que l'homme, s'il avait moyen de m'ordonner, de me taire, d'arrêter de crier, il n'hésiterait pas.
Mais à côté de lui, et je ne donnais pas le nom parce qu'il ne faut pas que je fasse des commentaires tendancieux. À côté de lui, il y avait donc un autre. Il jouait au Don Juan. Il avait... j'ai compris plus tard qui il était. Le bonhomme à la punk. Il avait la punk. Et non, pas l'homme à la punk. C'est le bonhomme à la punk. Vous allez faire maintenant les commentaires que non, c'est un bonhomme qui était à la punk. Je ne vais pas donner son nom. Et lui, il avait l'air vraiment avec les lunettes de soleil, en pleine salle, sur de lui, une paire de chaussures noires, brillantes. Le gars il jouait au show, quoi. Bref, il avait l'air, il avait l'air insoucieux, comme s'il n'était pas normal, quoi. Bref. Amour Belinga, je l'ai observé longuement et je l'ai observé avec Eko. Amour Belinga était concentré, un peu peut-être trop sûr de lui, mais quand même très posé. L'autre, Eko, il avait l'air comme s'il avait la bougeotte. Il se lève, il parle beaucoup, il rit beaucoup. C'est comme s'il guette beaucoup dehors. C'est comme si l'air de la liberté lui manquait tellement qu'il croit qu'il est là dehors ou bien qu'il rêve du dehors. Bref, il était un peu agité et moi j'ai observé et ça s'est répercuté par la suite parce que à la fin du procès, je culte tout le reste. Je les laisse, vous allez devenir les détails lorsque je vais écrire mon livre. Alors, ce qui m'a choqué le plus, c'est son attitude à la fin du procès. Parce que je me dis quand même que je dois saluer, c'est les aînés. Je me dirige vers Amour Belinga. Je demande au gardien de prison de m'autoriser à les saluer. Je m'approche vers Amour Belinga qui me tend le bras directement, spontanément. Et il me retient mon bras longtemps. Il ne dit rien. Il m'observe. Je l'encourage. Je lui dis, bon, courage, grand patron, les hommes, donc courage. Que Dieu vous bénisse et on est dehors, on essaie de faire ce qu'on peut faire. Ouais, il retient ma main, il me regarde, il ne dit rien. Je crois que là, là, maman, je crois que c'est là où j'ai reçu mes 10 millions. Bon, je crois que son sourire, parce qu'il me sourit et il me retient la main. Après, il ne dit rien jusqu'à ce qu'on se sépare. Je crois que là, bon, c'était mes 10 millions que je venais de recevoir, en billet de 5 000. Bon, c'est pas drôle. Bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que lorsque j'ai fini avec Amour Belinga, je me dirige donc vers Eko pour le saluer aussi. Je dis, bon, courage quand même, malgré tout. Alors, je me dis, c'est qui? Vous, c'est qui? Il me tend même pas la main, il me dit, vous, c'est qui? Je dis, c'est Fridolin qui? Alors, je dis, mais c'est vous, je vous connais, vous. Vous en prenez à moi, vous m'insultez dans les réseaux sociaux. Mais, je me dis, mais c'est ça le commissaire divisionnaire? C'est ça le commissaire divisionnaire? Je dis dans mon cœur, hein, je le regarde, son avocat essaie de le calmer. Mais il dit, non, vous m'insultez, vous me connaissez où? Mais je n'ai même pas eu le temps de lui dire, parce qu'en fait, je ne voulais même pas lui répondre. Je voulais juste voir à quoi il ressemble, qu'est-ce que ça fait d'être un commissaire divisionnaire, un ex-directeur de la DGRE. Mais bon, il risque de dire que je l'ai insulté encore, mais je suis très déçu. Je suis très déçu par son attitude. Il s'en prend à moi vigoureusement, son avocat le calme même, mais il continue. Mais je me dis que s'il était vraiment directeur de la DGRE, encore, j'aurais eu mon sort. Et qui sait, peut-être qu'il avait mis une fiche sur moi. Il feint de ne pas me connaître. Bon, je lui ai dit, j'ai juste souri, je suis passé. Bon, alors, voilà le carnet. Bon, vraiment, permettez-moi de vous le dire parce que c'est parce que vous allez comprendre ce paratexte que vous allez comprendre dans ce qu'il va dire tout à l'heure. C'est-à-dire le contenu du procès. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc, je vous prie de partager parce que c'est important que vous qui n'étiez pas là, vous viviez l'ambiance qui règne dans la salle. Voilà donc en ce qui est du paratexte, des contextes, de ce qui s'est passé. Et je vous épargne le reste parce que mes commentaires, si c'est conduit dans ce sens-là, vous allez voir effectivement beaucoup de choses, mais je ne veux pas influencer dans le procès. Je vais rester dans l'instruction donnée par le commissaire du gouvernement à tout ce qui était là. Parce que là, vous savez, ces gens-là, quand il fait ses commentaires, il dit que ne faites pas ci, ne faites pas ci, et qui te guette parce que comme il me guettait là, je dis c'est sûrement qu'il parlait à moi. Mais il fait comme s'il ne me parlait pas. Mais en me guettant en sachant que, vous savez, il faut jamais faire confiance à un homme en tenue. Jamais. Il n'est pas l'ami de quelqu'un. Et c'est normal parce qu'il représente l'État. Il représente la justice, il représente dans les normes. C'est la justice incarnée, c'est la liberté, la garantie de liberté incarnée. Donc tu ne peux pas être ami de celui qui exécute la sécurité de l'intérêt général.
Donc, ne crois pas que parce que il me reçoit une fois et que je peux lui exiger de payer l'impôt du philosophe du gouvernement, du philosophe de la République, qu'il devient mon ami. Non. Il ne va jamais être mon ami. Il va rester commissaire du gouvernement, s'assurer que le droit, et comme il a dit, il a tenu un discours, un réquisitoire édifiant et pénétrant à la fin du procès, quand le président lui a donné la parole. Bon, alors allons-y dans le contenu. Donc, il y a 3 ou 4 grands moments de cette séance, de ce jour au tribunal militaire. Il faut dire que le procès commence à 9h, presque à 10h44, lorsque le commissaire du gouvernement entre et sa délégation, bon, la constitution de l'équipe, c'est-à-dire ce qu'on appelle le ministère public. 3 minutes après, c'est l'arrivée de la collégialité, dont le président du tribunal, et qui lit, on décline donc l'objet de la rencontre, le rôle de la journée. On présente les différents accusés, le président dont les appelle nommément, ils viennent donc devant, et chacun s'assure qu'il a répondu présent, et tous viennent devant, en sachant que, bien évidemment, Bruno Bijan est arrivé le dernier, parce que je crois qu'il était ailleurs. On commence donc, Dangwe, Eko, Amourou Belinga, Ebo Clément, Le Noir, tous ces gens-là, Tongenana, le comique, je dois le dire. Bon, et là, il y a tout le reste quoi. Il y a Nangfo Johnson, Koji, Kejigi, tous ces gars-là ils passent donc. Il y a beaucoup d'éléments, mais je ne peux pas, je saute les étapes, vous allez juste comprendre. Donc, il y a tout le reste, on appelle tout le monde. Et après, on s'assure que tout le monde a donc aussi, par la suite, son avocat. Bien évidemment, on appelle tous les avocats qui viennent répondre présents. Amogo Belinga a 4 avocats. Sa défense est coordonnée par le bâtonnier Tchungan, bien évidemment. Et Eko a 8 avocats, dont 2 viennent du barreau de Bruxelles. Il y a d'abord le bâtonnier de Bruxelles là, et mon ami Zoku. Vous savez, les gens ne savent pas, mais c'est mon ami Zoku qui vient de Bruxelles aussi. On a été à Liège pendant longtemps ensemble, c'est un très proche à moi. Alors, il se présente, donc chacun vient avec son avocat. Et par la suite, on fait venir donc, il se constitue officiellement, il y a un qui n'a pas l'avocat, il n'y a pas d'avocat, je ne sais pas pourquoi, ou bien son agent du crime est fini, l'argent qu'ils ont distribué le jour de l'affaire est fini, je ne sais pas. Bref, il n'a pas d'avocat. Après, on passe donc, il s'appelle Koji, il n'a pas d'avocat, c'est l'exception, on remarque les exceptions. Après, les ayants droit donc viennent. Mais on se rend compte qu'il y a un souci. C'est qu'au niveau des ayants droit, il y a 2 parties qui représentent les ayants droit. C'est comme s'il y avait 2 épouses avec les enfants séparés. Il y a un aussi, je ne vais pas donner les détails. Il y a aussi une autre dame qui représente un enfant mineur. Donc ça veut dire que la partie civile, au niveau des ayants droit de Martinez-Zogo, est divisée en 3. En fait, c'était compliqué. D'où les objections. Parce qu'à un moment, il est arrivé qu'il se plaigne que le commissaire de gouvernement les a marginalisés. Et par la suite, le commissaire du gouvernement va le dire. Qu'en fait, il a cette difficulté-là. C'est qu'on ne sait pas jusqu'à présent quels sont les ayants droit de Mbani, Arsène, donc Martinez-Zogo. Donc, c'est pas une petite affaire parce qu'il y a d'autres choses. Et le commissaire du gouvernement a dit qu'ils ne peuvent pas interférer. D'où donc ce flottement. Et ils se plaignent qu'ils sont marginalisés, même au niveau du procès. Ils avaient une petite table là, on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc,
Voilà ce qui s'est passé. Mais alors, il y a une autre situation qui s'est passée, c'est que, en dehors au niveau de la partie civile, il y avait donc cette partie civile, donc les ayants droit de Martinez Zogo, mais il y avait aussi une partie civile représentée qui était en fait l'État du Cameroun. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que l'État du Cameroun s'est constitué partie civile. Donc l'État du Cameroun était représenté par Maître Claude Assira. Et l'affaire, c'est quoi? C'est que lorsque les débats commencent, et là, il faut résoudre ce problème-là maintenant. Lorsque les débats commencent, l'avocat de Dangwe dit qu'il ne sait pas qui est l'avocat du Cameroun. Et pourquoi Maître Claude Assira se présente comme l'avocat du Cameroun. Je vais revenir dans ça. Vous allez comprendre l'importance cruciale de cet élément. Retenez bien l'affaire, on va revenir dessus. Ça veut dire que Claude Assira dit qu'il est... Pas qu'il dit. Il dit d'abord d'entame qu'il est le représentant du Cameroun, de l'État du Cameroun. Et il y a un débat juridique de fond qui se crée. L'État du Cameroun, est-ce qu'en tant que victime, ou bien en tant que tu reconnais la responsabilité de l'État dans le massacre, dans le crime? On va revenir dessus. Alors, l'affaire qui se passe, c'est quoi? C'est que les débats commencent avec la première série de choses, avant de revenir au clou de la chose, au clou du débat de ce jour, c'est les demandes des partis, c'est-à-dire notamment de la défense, par rapport aux garanties d'un procès équitable. Alors, il y a d'abord des objections sur la qualité de la victime. C'est qui en fait? Est-ce que c'est Martinez Zogo ou bien Mbani Arsène? C'est qui en fait? Est-ce que c'est la même personne? Au point où ça a créé comme un scandale lorsque Maître le bâtonnier Tchunga a dit, mais en fait, qui est mort finalement? Ce n'était pas anodin, ce n'était pas par cynisme. C'est parce qu'en fait, les ayants droit ont mobilisé un acte de mariage qui ne portait pas le nom de Mbani Arsène, mais plutôt le nom de Martinez Zogo. Et un des avocats des ayants droit de la femme qui a été épousée en 2012, alors qu'il y a un premier acte en 2000 à peu près. Alors l'acte de 2012 porte la mention monogame. En fait, je vous épargne le reste. Bref. Alors, ce qui se pose, c'est quoi? On veut dire qu'en fait, il faut que le procès, on sache qui est mort. D'autant plus que le maître bâtonnier Tchunga dit qu'il n'y a pas eu d'autopsie dans l'affaire. Donc, c'est important qu'on clarifie certaines questions avant d'y croire, comme on dirait. Donc, Maître Bouni a donc contesté la constitution de la partie civile de l'État du Cameroun. Là, je reviens dans cette affaire-là. Il dit que Maître Claude Assira n'a pas de qualité. Qu'est-ce qui prouve qu'il est vraiment le représentant de l'État du Cameroun? D'autant plus que Maître Mouni, qui défend Dangwe, je crois, demande le huis clos dans l'affaire. Parce qu'il dit, là, nous sommes dans une affaire où l'État est impliqué, où un service de souveraineté, de sécurité, l'un des plus grands services de sécurité est impliqué. Comment peut-on prétendre qu'on juge sur les 17 accusés, d'où 13 sont de la DGRE? Si donc on décide au cours de l'instruction, il y a à un moment, le commissaire du gouvernement a été obligé d'arrêter pour qu'il n'aille pas plus loin dans l'affaire. Comment donc va-t-on se retrouver à dire qu'il faut un procès public alors qu'il faut sauvegarder ce qu'il a appelé les secrets d'État? Donc, contrairement donc à Maître Tchunga, qui disait que il faut, d'abord il contestait le statut des Yangrois parce que en filigrane, il y avait quelque chose d'autre qui se transparaît là, mais je n'ai pas besoin de le dire parce que si je le dis, ça va influencer le cours du procès. Or, mon objectif n'est pas d'influencer le cours du procès. Mon objectif, c'est de rendre compte de ce qui s'est passé.
le bâtonnier Tchungang dit donc que il y a un faux apparent dans les actes de naissance des enfants et tout ça, malgré ce que les avocats des ayants droit vont dire que non, c'est sur la base d'une CNI, ils ont donné même les références, sur Mani, Zogo, Arsène, Salomon. C'est la même personne après eux que Martinez Zogo. Or, pour le bâtonnier Tchungang, on ne joue pas avec ce genre de détails. Parce que ça peut déterminer l'issue de l'affaire. Et c'est sur cette base-là, quand il sait de qui il s'agit, quand il sait qui est son concurrent, qui est son adversaire dans le procès, quelle est la partie adverse, il peut donc mieux se préparer. Et beaucoup d'avocats de la partie, des défenseurs, des prévenus, ont mis en évidence cela. Donc, et il a dit qu'on doit clarifier la question de la représentation de l'État. Qui représente l'État? Est-ce que c'est le ministère de la Défense? Est-ce que c'est la DGE? Est-ce que c'est la présidence de la République? Qu'on nous dise. Parce que c'est en fonction de ça qu'il peut se déterminer. Parce que sinon, si c'est l'État, on veut savoir pourquoi l'État maintenant se manifeste comme partie civile. Est-ce que c'est une tentative pour s'introduire frauduleusement dans l'affaire? Ou bien c'est une fuite en avant? Vraiment, il a posé des questions, posant toutes les en disant qui sont les contradicteurs. C'était vraiment des débats de fond. En fait, ce procès nous a permis de comprendre un peu la question de la procédure. C'est-à-dire que les questions de processus, de procédure, avant donc de rentrer dans le débat. Donc, Maître le bâtonnier Tchungang a fait 5 observations, 5 demandes. D'abord, que les demandes, que la Cour communique, que le tribunal communique les documents, tous les documents. Il n'est pas, pour respecter le caractère contradictoire, le caractère d'impartialité du tribunal, et que les gens soient égaux devant la loi. Il a dit que, compte rendu donc de la situation exceptionnelle, il faudrait vraiment que l'audience soit organisée en session. C'est-à-dire c'est la deuxième demande. C'est-à-dire que non seulement il faut communiquer toutes les pièces du dossier, que la partie qui défend les accusés ait chacun une copie de tout le document, de toute la paperasse, des éléments incriminant ceux qu'ils défendent, leurs clients, et que deuxièmement, que le tribunal se tienne en session, parce qu'il y a des gens qui viennent de l'étranger, et que vraiment ce serait bien que ça se tienne en session. Troisièmement, il a sollicité donc qu'on autorise au tribunal d'utiliser un écran, qu'il utilise un écran projecteur qui sera manipulé par un ingénieur informaticien pour qu'il puisse mettre au devant des juges, au devant de tous, certains éléments clés qui pourraient disculper ses clients. Parce qu'il défend effectivement Amadou Belinga et Bruno Bijan. Alors, il a demandé aussi que les débats soient publics. Ça, c'est un élément clé. Et vous allez voir tout à l'heure ce que je considère comme... Je ne peux pas interpréter de peur, mais ça ne risque pas d'influencer le procès, parce que pour moi, lorsqu'il veut parler de la réponse de l'État du Cameroun, Maître Claude Assira, par rapport à cette demande du maître du bâtonnier Tchungang, qui a demandé que les débats se tiennent en public, que ce soit public. Non seulement public dans le sens où on peut demander la diffusion en direct dans les médias, dans les chaînes nationales, des débats en cours. Sinon, qu'on enregistre le procès pour les générations à venir. À défaut donc de diffuser le procès en direct, que, cinquièmement, qu'on enregistre donc, et que les bibliothèques puissent avoir cette copie, de sorte que les chercheurs, tous ce qui vont venir après nous ne sont pas éternels, comme certains croient qu'ils sont éternels, qu'ils puissent avoir accès à ce qui s'est dit réellement au cours du procès. Voilà donc les demandes du bâtonnier Tchungang pour le compte de ses avocats. Bon, bien évidemment, beaucoup de demandes, beaucoup de ses confrères et consoeurs ont suivi
ces observations-là, ils ont demandé aussi effectivement que ce soit que les gens aient accès au dossier, que et que tout le monde puisse avoir accès à ce dossier. Et bien évidemment, les avocats des COECO ont appuyé cela, même comme certains aussi critiquaient le statut, la constitution de l'État civil en partie civile, de l'État du Cameroun comme partie civile. Mais certains reconnaissaient aussi que la présence de l'État est impérative pour la manifestation de la vérité. Donc, l'avocat des COECO a formulé une objection centrale. C'est-à-dire que le bâtonnier de Bruxelles a convoqué, c'est l'histoire de l'ordonnance du juge Sukati, en disant que il faut que le tribunal donne accès, applique cette loi. Parce que le Cameroun étant un état de droit, il lui semble que le juge Sukati a donné une ordonnance. Et pour lui, il a convoqué la nullité de l'ordonnance de renvoi. En disant qu'effectivement, il faut d'abord qu'on applique la justice, c'est-à-dire l'ordonnance, et qu'on libère son client et qu'il puisse comparer libre, comme avait demandé le juge Sukati. Bien évidemment, il a aussi demandé que le dossier de procédure soit multiplié et mis dans la demande de toutes les parties. Et en disant qu'effectivement, il faut que toutes les pièces, comme avait demandé le bâtonnier Tchungang, les auditions, le transport judiciaire, les expéditions, les PV, tous les documents soient mis à la disposition de toutes les parties. Alors, et en convoquant effectivement beaucoup d'éléments de droit, vraiment pour en appui de sa thèse. Il y a d'autres documents, je vais vous épargner tout le reste parce que il y aura des détails dans le livre qui va venir. Il y a donc aussi la question de la liste des témoins. Donc ils ont demandé que les choses soient clarifiées, notamment le bâtonnier Tchungang et d'autres avocats, que la liste des témoins leur soit, qu'ils déposent la liste des témoins qu'ils vont convoquer et qu'ils soient tous appelés à la barre. Alors, là maintenant, il y a eu la question, donc je reviens donc sur la question de la constitution de l'État du Cameroun. En pleine audience, coup de tonnerre, il est lu. Donc, le président ouvre une enveloppe parce que l'avocat de Dangwe insiste qu'il faut un huis clos. Il faut un huis clos. Or, la plupart des avocats des autres parties, des autres accusés, demandent un procès public. Coup de tonnerre, lorsque Maître Bouni, je crois, de Dangwe, insiste en disant que l'État du Cameroun, Maître Claude Assira n'a pas qualité pour parler au nom de l'avocat en tant que représentant du Cameroun, le président du tribunal ouvre une enveloppe et sort la lettre de constitution de Maître Claude Assira et de l'autre maître, j'oublie le nom, il va vous donner le nom, comme partie civile représentant l'État du Cameroun. Et ce qui est fondamental, et ce qui a douché les espoirs de l'avocat de Dangwe, c'est que la personne qui signe la constitution de l'État du Cameroun, qui constitue Maître Claude Assira, c'est le directeur de la DGRE. Le directeur de la DGRE qui constitue donc l'avocat. Et c'est fondamental, retenez bien cela. Parce que la plaidoirie, entre guillemets, de Maître Claude Assira, c'est pour dire, c'est pour aller dans le sens du bâtonnier Tchungang, que le procès doit être public. Retenez ceci. Maître Claude Assira et son confrère qui représente l'État du Cameroun dit donc devant tout le monde que pour l'État du Cameroun, les délibérations, les débats doivent être publics. Et il doit y avoir une publicité
comme demandait effectivement le bâtonnier Tchunga. Vous voyez, un coup de tonnerre. En fait, l'État du Cameroun veut que le public soit informé. L'État du Cameroun, et c'est le bâtonnier Tchunga qui l'a dit, c'est pas moi, la DGE lâche ses anciens collaborateurs en disant que l'image de l'État a été écornée, et on doit donc juger les gens en public. Et ça va en grande ligne de ce que même mon ami, l'avocat de Maître Zokou demandait, c'est-à-dire que comme tous les autres demandaient que le procès soit public. Donc, et là, l'avocat du Cameroun douche les espoirs de Maître Bouni qui demandait un huis clos, même partiel. Alors le président lui demande, vu que l'État du Cameroun demande un procès public, qu'est-ce que vous faites maintenant? L'État du Cameroun dit, la DGR demande un procès public, alors vous allez faire comment maintenant? Il dit que, est-ce que vous retirez votre demande de huis clos? Tournez dans la salle, oui, je retire ma demande de huis clos. C'était magnifique. Moi, je vivais ça comme un événement historique. Excusez, il n'y a pas de courant ici chez moi, donc ne vous en faites pas. Imaginez que c'est moi qui parle et qu'on n'a pas arraché mon téléphone. Donc voilà. Tout se passe donc. Et c'est là où on comprend que l'affaire prend une autre tournure. Parce que jusqu'à la dernière minute, l'avocat de Dang Wei, à moi que je me trompe, mais c'est bien lui, espérait que le tribunal pouvait se tenir à huis clos. Donc, Maître Cloachir a dit non, il faut que les choses se passent comme il se doit, parce que il faut que le public, la justice est rendue au nom du peuple camerounais, et que le peuple camerounais, vu l'opinion, vu ce que cette affaire a causé comme électrochoc dans l'opinion, il faut que les choses soient claires. Donc, lorsque oui, l'argument que Maître Claude Assira parle, il dit que non, la publicité protège la société, aussi bien le mise en cause et la justice. C'est un argument massif de l'État du Cameroun. C'est-à-dire que la société doit avoir un accès non limité à ce qui va se dire dans le procès. Or, restreindre la publicité sera contre-productif pour lui. Pour l'histoire, il faut effectivement que le grand public sache ce qui s'est passé. Et que toutes les responsabilités soient mises en avant. C'est ça que l'État du Cameroun dit. C'est ça que le représentant de la DGRE, l'avocat de la DGRE dit. Il dit que l'argument du secret d'État ne tient pas. Parce que, et c'est un avocat, je crois que c'est Maître, l'avocat de Eko qui l'a dit, que lorsque le DGRE est déjà en prison, comment vous voulez encore parler de secret d'État? Non, ça veut dire qu'en fait, on est obligé, puisque tout est déjà su. Dans l'ordonnance de renvoi, on a déjà tous les éléments qui permettent, qui mettent en avant ce qui s'est passé. Même si on ne connaît pas encore les détails, mais l'essentiel est déjà dehors. Il n'y a pas question donc maintenant de protéger, on ne sait quel secret d'État. Ça, c'est les arguments de l'État du Cameroun. Et Maître Gloatira a dit clairement, au nom de l'État du Cameroun, je vous demande de ne pas accéder à la demande de huis clos, même si c'est un huis clos partiel. Magnifique. Ça, il vous dit que c'était le tournant. Bien évidemment, c'est au président d'apprécier par la suite. Et là, on voit bien que... Bon, là, c'est à vous de dire par la suite. Au final, donc, la demande de huis clos est donc retirée de la part donc, de celui qui l'a faite, c'est-à-dire l'avocat de Dang Wei. Alors,
c'est là où Maître Tchungang revient à la charge. Il faut bien comprendre donc ce qui se passe. Maître Tchungang revient à la charge et il dit, quand il écoute ce que dit la lettre, et j'imaginais bien que le gars était aux anges, parce que mon ami, il était aux anges. Alors, il dit, quand j'écoute la lettre de constitution, quand j'écoute le représentant de l'État du Cameroun, de la DGRE, je dis que j'interprète l'affaire et je dis que, 1, la DGRE abandonne ses anciens collaborateurs. 2, la DGRE s'octroie le statut de victime. C'est-à-dire que pour l'interprétation de l'avocat du bâtonnier Tchungang, c'est que la DGRE s'octroie le statut de victime. Mais il n'est pas satisfait toujours. Il dit, mais quel est donc le lien entre vous, le représentant de l'État du Cameroun, vous, le représentant de la DGRE, et votre mandat? C'était vraiment des débats pointus. C'était des débats pointus. Est-ce que, si vous êtes partie civile, est-ce que vous reconnaissez vos responsabilités ou bien vous exigez maintenant une réparation aussi parce qu'on a terni l'image de l'État? Donc c'était assez curieux. Donc, et il est revenu sur les objections. Il a dit, parce que la représentante, je crois qu'elle est du barreau du Paris, elle était trop révoltée par rapport à la question du statut de l'identité de la victime. Bien évidemment, vous savez, quand un avocat de la trame du bâtonnier Tchungang convoque une objection, c'est-à-dire que je veux savoir de qui on a affaire, qui est mort. Est-ce Mbani Modeste, Arsène, ou bien c'est Martinez Zogo? Il y a des implications énormes dans l'affaire. Donc ce n'est pas à prendre avec des pincettes. Ce n'est pas en disant, comme l'avocat l'a dit, et il y a eu le débat là-dessus, que c'est parce qu'il est cynique. Non, c'est parce qu'il y a des implications dans l'affaire. Selon qu'on dit que c'est Mbani Modeste, Arsène, ou bien c'est Martinez Zogo. D'autant plus que je répète, d'après Maître Tchungang, le bâtonnier Tchungang, on n'a pas fait l'autopsie. Le ministère public, dans un réquisitoire vraiment pénétrant, a mis en avant justement ces deux choses-là, deux ou trois choses. Première chose, la question de la question de la présomption d'innocence. Pour lui, elle est fondamentale. J'ai beaucoup apprécié ce réquisitoire. C'était instructif, c'était de l'intelligence pure, c'était un cours d'histoire de la procédure pénale, un cours d'histoire sur les droits de l'homme, l'État moderne, dans l'État moderne. Malheureusement, je ne peux plus lire, j'aurais pu vous donner beaucoup plus de détails sur son réquisitoire, mais c'est vraiment dommage. Le commissaire du gouvernement a été très pénétrant dans sa plaidoirie. Il dit il dit, pour la bonne exécution de la loi, il faut, tenant compte de l'environnement et de ce qui s'est passé, il faut la publicité du procès. Pour une bonne conduite et la sérénité de départ, il a demandé une réflexion sur l'état de droit contemporain. C'était tellement instructif. Il nous a baladé dans des citations, dans des théories qui donnent sens à ce que nous entendons par droit, état de droit contemporain. Et ça implique un ensemble de principes, un ensemble de constances sur la liberté d'expression, sur l'encadrement nécessaire à la liberté d'expression, sur l'encadrement du procès au pénal, sur l'implication de la justice du point de vue de la construction de l'opinion,
la construction de la liberté même. C'était un ensemble, un procès vraiment, un procès de la procédure pénale. Un procès philosophique, c'est un procès juridique, un procès de systématisation du droit à la parole publique en rapport avec les crimes tels qu'ils se gèrent, tels qu'ils se jugent dans la période contemporaine. Donc, il a fini par aboutir au droit de la défense à avoir un procès équitable, au droit du peuple à avoir accès à un maximum d'informations par rapport au procès. Le commissaire du gouvernement donc a encouragé la publicité du procès dans un réquisitoire, je rappelle, dense et pénétrant et aussi intelligent et subtil surtout de ce qui est convenu de retenir comme principe devant gérer, devant encadrer ce procès. Bien évidemment, en mettant un bémol sur l'encadrement juridique législatif des comptes rendus qui doivent être faits au cours du procès. Bien évidemment, il a esquissé quelques pistes sur les questions, différentes demandes de la partie de la défense, notamment la question de la session, la demande que le procès soit fait en session, que la question de la publicité des débats, la question de l'équipement de la pièce avec les vidéoprojecteurs et autres. Il a demandé que les observations lui soient faites, de manière écrite, pour qu'il ait la possibilité avec ses collaborateurs d'aviser. Il a dit le mois donc venu, il va viser quand il va donc recevoir ces formulations. Bien évidemment, et là, je crois que le débat va se poser là-dessus, non pas seulement sur les questions de nullité soulevées par la défense, mais aussi sur le fait que, et là, et vous devez le noter, c'est que j'ai compris que le commissaire du gouvernement leur a dit déjà que sans rentrer dans la question de fond, que la question de la communication des pièces, de toutes les pièces, il leur a dit que déjà, la loi autorise la consultation de tout le dossier. Bon, là, effectivement, il y aura un problème parce que comment 30 parties, bon, il y a 17 prévenus avec autant, sinon le double des avocats. Comment vont-ils aller consulter un document, un dossier de procédure aussi énorme? Bon, bref, je crois que là, c'est les choses qui vont se gérer. Et comme il a dit lui-même, cette affaire doit être clarifiée lors des prochains débats. Mais il y a quelque chose d'autre que vous devez retenir. Il y a quelque chose d'autre. Excusez là. Il y a quelque chose d'autre qui doit retenir votre attention. Et je réserve ça effectivement pour la fin. C'est que le commissaire du gouvernement a dit que l'ordonnance de Sikati n'émane pas de Sikati. Il a dit que, il a répondu donc au bâtonnier qui vient de Bruxelles que c'est vrai. Il a vu sur l'ordonnance de Sikati, l'ordonnance dite de Sikati, les attaches, les entêtes. Mais il a dit malheureusement, il y a à Bonas, à la poste centrale, s'il y a un document, on fabrique ça à Bonas. On peut fabriquer. Donc l'ordonnance de Sikati, malgré les attaches, malgré les entêtes, est un faux manifeste d'après le commissaire du gouvernement. En fait, pas faux peut-être, mais il dit que ça ressemble à ce qu'on fabrique à Bonas. Et il y a la poste centrale. Et il a rappelé même qu'un de ses collègues même vient de découvrir même une usine de fabrication de faux. Bon, c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Vous voyez jusqu'où notre État est tourné en bourrique. Bon, bref.
je ne juge pas le jugement de... Mais j'ai le droit quand même de sourire sans orienter l'enquête parce que ça a fait sourire la gens de la salle. Moi aussi, on ne peut pas me reprocher d'avoir souri à l'instant. Bon, cette ordonnance, dit-il, n'émane donc pas du juge Sikati. Et que effectivement, s'il juge que c'est... Si les avocats d'Eco qui demandent sa remise en liberté immédiate parce que cette ordonnance existe, ils doivent en rapporter la preuve. Parce que le juge même l'a saisi, le juge qui a écrit, c'est-à-dire Sikati, lui-même lui a dit que ce n'était pas de lui. Bref, je ne commande pas... je ne veux pas prendre position par rapport à ça, ça ne me concerne pas. Donc, il lui dit que l'ordonnance là n'est pas dans ce dossier. Et la charge de la preuve incombe à celui qui la convoque. Donc, au final, l'affaire a été renvoyée au 15 avril 2024 pour répondre aux demandes, pour communiquer la liste des témoins. Et tout cela doit se faire après les observations du ministère public. L'audience a été levée par le président de séance à 14h33. C'est ce que je voulais vous dire par rapport à cette audience. Et je ne souhaite pas répondre aux questions de fond parce que je ne suis pas autorisé à faire des commentaires sur cette affaire. Est-ce que ça vous va, le compte rendu? Est-ce qu'il y a une question, un détail sur lequel vous voulez que je revienne? Mais je ne suis pas là pour faire l'analyse. Je ne veux pas faire des commentaires parce qu'on a dit que c'est interdit de faire des commentaires tendancieux. « 15 avril, donc retenez la date, 15 avril 2024. Est-ce que je peux aller me reposer après cette journée chargée? Est-ce que je peux préparer ma riposte contre ceux qui ont tenté de m'assassiner calmement? Est-ce que je peux donc vous pouvez me laisser aller me reposer et préparer ma défense contre ces tueurs? Voilà, ça vous va très bien. Thank you so much for your presence here. Have a nice evening and take care of yourself. Be patient. This country may move to another direction. Be confident. Merci beaucoup. Ayez confiance en vous. Ayez cette foi patriotique qui fait que lorsque le peuple se retrouve, lorsque les peuples se sont retrouvés dans leur histoire au plus bas, il arrive un moment où subitement survient un événement qui fait chambouler l'échiquier et qui fait respirer de nouveau. Ayez foi en vous, ayez cette foi patriotique. Je vous remercie. Bonne soirée.